Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, épisode 14 de Philosopher la paix. On entre dans Hannah Arendt, la crise de la culture, et tout commence par une image étrange, une brèche, un interstice entre le passé et le futur. On rappelle le titre original du livre, Between Past and Future. Arendt écrit depuis l'après 39-45. Avec une intuition dure, on peut sortir d'une guerre en ayant perdu ce qui rend la paix possible. Au cœur de la résistance, dit-elle, il y a eu un trésor, une expérience de liberté publique. Pas de liberté intérieure, celle du « je suis libre » dans ma tête, mais une liberté vécue dans l'initiative, l'action commune, le courage de commencer sans garantie face au tyran. Et puis, à la fin de la lutte, ce trésor s'évapore. Il ne se transforme pas automatiquement en institution, en coutume, en monde durable. Il disparaît parce qu'on ne l'attendait pas, parce qu'il n'y avait pas de testament. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, dit René Char. C'est là que la paix devient une question philosophique très concrète. Non pas comment être gentil après la violence, mais comment empêcher que la liberté éprouvée dans l'urgence retombe dans la normalité sans monde, dans une société qui ne sait plus transmettre, juger, raconter, fonder. Chez Arendt, le danger n'est pas seulement le retour des armes, c'est la perte de ce qui rend les armes inutiles. Un espace commun où l'on peut agir, parler, décider et surtout partager une réalité. La paix dès l'ouverture n'est plus un simple repos, c'est une manière d'être au monde, tenir la brèche ouverte pour que la vérité, le jugement et la liberté puissent y apparaître. Si l'on cherche à résumer Arendt pour une philosophie de la paix, il faut déplacer le centre. La paix n'est pas d'abord l'absence de violence, c'est l'existence d'un monde commun. Un monde commun, ce n'est pas un accord sentimental, c'est ce qui relie et sépare les hommes. Une réalité partagée, faite de faits, d'institutions, d'œuvres, de règles, de récits, d'écoles, de places publiques, de limites. Sans ce monde, il ne reste que deux formes de non-paix. La séparation désespérée, où chacun vit dans sa bulle sans réalité commune, et la masse, où les individus sont pressés ensemble, sans monde entre eux, donc prêts à être emportés par l'idéologie, la panique, l'ivresse collective. La paix alors n'est pas un idéal fragile face à la vraie réalité qui serait la force. La paix, c'est la condition même qui empêche la force de devenir la règle. Parce que quand il y a un monde commun, on peut discuter, juger, contester, transmettre. Quand il n'y en a plus, la politique se dégrade, elle devient administration, propagande, et la guerre redevient pensable. Arendt ne dit pas « soyez pacifistes », elle dit « préservez le monde », parce que quand le monde s'effondre, la violence devient le langage le plus simple. Arendt a cette idée presque cruelle. La résistance a été par moments une école de liberté. Non pas parce qu'elle était belle, elle était tragique, mais parce qu'elle l'obligeait à commencer, à décider, à agir avec d'autres sans recette héritée. Et pourtant, après la libération, beaucoup ont eu un sentiment inverse. La politique semblait vide, comme si l'action avait été une parenthèse, et que la normalité, au lieu de recueillir cette énergie, l'avait dissoute. Pourquoi ? Parce que cette liberté-là est difficile à conserver. Elle n'est pas une émotion, elle exige un monde qui la porte. Aux États-Unis, dit Arendt, on avait un nom pour ce trésor, le bonheur public. En France, on parlait de liberté publique au moment des révolutions. Dans les deux cas, ce n'est pas un bonheur privé ni un droit abstrait, c'est la joie d'exister politiquement, de compter dans le monde commun. Et c'est ici que la paix apparaît comme une tâche paradoxale. Comment transformer une liberté d'insurrection en liberté d'institution ? Car si on ne le fait pas, le trésor s'éteint. Et quand il s'éteint, on n'a plus que deux ersatz, la nostalgie, c'est-à-dire mythifier la lutte, ou l'administration, gérer simplement la société. Or, ni l'un ni l'autre ne fondent une paix. Arendt cite également Tocqueville. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Elle décrit une situation où le lien est rompu. La tradition ne joue plus son rôle de fil conducteur. Attention, cela ne veut pas dire qu'on oublie le passé, cela veut dire qu'on ne sait plus comment s'y orienter. Elle propose une image entre la force du passé et la force du futur. L'homme se tient au milieu. Ce milieu, cette brèche, n'est pas un vide passif, c'est un champ de tension. Et la conscience, la pensée, le jugement ont une fonction politique, empêcher que l'une des forces écrase l'autre. Pourquoi est-ce une question de paix ? Parce que les moments où le passé n'éclaire plus l'avenir sont des moments où la politique se dérègle. On cherche des certitudes de remplacement.
Et ces certitudes prennent souvent la forme de récits totalisants, de mythes politiques, de lois de l'histoire, de promesses de destin. On se laisse porter, on abdique le jugement, on accepte l'inacceptable au nom d'un futur supposé nécessaire. La paix commence alors par une discipline mentale, habiter la brèche sans la fermer, ne pas transformer le futur en fatalité, ni le passé en idole, tenir l'intervalle parce que c'est là que peut apparaître la vérité et que peut se former un jugement. Arendt pose une question également provocante. On ne peut plus demander qu'est-ce que l'autorité, mais qu'a été l'autorité ? Car l'autorité moderne est souvent confondue avec deux choses qu'elle n'est pas, la violence, l'obéissance par la contrainte, et la persuasion, l'obéissance par l'argument et la discussion. L'autorité au sens fort produit une obéissance sans coercition et sans débat, parce qu'elle repose sur une source reconnue comme légitime. Historiquement, Arendt repère un modèle, Rome, où l'autorité est liée à la fondation. L'auctoritas augmente la fondation. Elle n'invente pas ex nihilo, elle relie, elle prolonge, elle donne durée. Pourquoi est-ce crucial pour la paix ? Parce que lorsque l'autorité s'effondre, on tente souvent de la remplacer par la violence ou par la pure fonctionnalité, c'est-à-dire ce qui marche. Et ce remplacement est explosif. La violence fabrique l'obéissance, mais détruit la légitimité. La fonctionnalité fabrique l'efficacité, mais dissout le sens. Une société sans autorité stable a tendance à vivre dans l'oscillation. Libéralisme anxieux, peur pour la liberté, et conservatisme anxieux, peur pour l'ordre. Et au milieu, la tentation de restaurer par des moyens qui finissent par justifier la brutalité. La paix n'exige pas un retour nostalgique à Rome. Elle exige de comprendre ceci. Si l'on ne peut pas produire de légitimité partagée, on gouverne par la peur. Et une politique gouvernée par peur est déjà un état de guerre mentale. Arendt dit également quelque chose de simple et de presque oublié. La raison d'être de la politique, c'est la liberté. Pas la liberté intérieure, pas le libre arbitre, pas la souveraineté du « je fais ce que je veux », mais la liberté comme action. Agir pour Arendt, c'est commencer. C'est initier quelque chose d'imprévisible avec d'autres dans un espace public. Et cette liberté-là suppose la pluralité. Il faut des hommes différents, un monde commun, des paroles qui comptent, des actes qui apparaissent. Elle critique la grande dérive moderne qui est d'avoir identifié la liberté à la souveraineté. Car la souveraineté implique la domination. Si je veux être souverain, je veux n'être limité par personne, donc je tends à réduire la liberté des autres. D'où une formule célèbre, la liberté d'un groupe peut être achevée au prix de celle des autres. C'est une logique de guerre. La paix, à l'inverse, repose sur une liberté non souveraine. La liberté comme capacité de commencer ensemble sans écraser. Elle est fragile, certes, mais c'est la seule liberté qui ne se paie pas en ennemi. Et ici, Arendt donne un critère. En politique, ce n'est pas la vie qui est en jeu, c'est le monde. La paix n'est pas la préservation biologique, c'est la préservation d'un monde où l'action a un sens. L'éducation est également en crise, et elle est également un symptôme majeur de cette crise du monde. Éduquer, c'est accueillir des nouveaux venus dans un monde ancien. Cela implique deux responsabilités qui ne coïncident pas parfaitement. Protéger l'enfant du monde, de sa brutalité, de sa dureté, et protéger le monde de l'enfant, de son caractère nouveau et révolutionnaire. Elle ose un mot paradoxal. L'éducation doit être conservatrice. Non pour conserver le vieux contre le nouveau, mais pour conserver le nouveau comme nouveau, en l'introduisant dans un monde qui, sans transmission, se détruit. Ici, c'est une question de paix. Parce que la paix exige la continuité d'un monde commun. Si les adultes abandonnent la responsabilité du monde, les enfants arrivent dans un espace sans repère, sans autorité, sans tradition vivante. Et ce vide est aussitôt rempli par le groupe, la mode, la masse, l'idéologie ou le cynisme. Arendt pointe un danger très contemporain. Quand on efface la différence entre l'adulte et l'enfant, entre enseigner et animer, quand on remplace la transmission par la méthode, on retire au professeur son autorité, et l'enfant tombe sous une autorité plus tyrannique, celle du groupe. La paix commence alors très tôt, dans le fait que des adultes soient capables de dire « voici le monde ». Transmettre n'est pas imposer un dogme, c'est offrir un sol. Dans le passage sur la culture, Arendt fait un geste décisif. Elle relie la culture à la durée. La culture, ce n'est pas se divertir intelligemment.
c'est le soin des choses du monde, les livres, les œuvres, les bâtiments, la musique, tout ce qui peut durer plus que nous et donner forme à une mémoire commune. Elle distingue deux dangers. La bonne société qui transforme la culture en monnaie sociale, le snobisme, et la société de masse qui transforme la culture en consommation. Dans les deux cas, l'objet culturel perd son statut. Il n'est plus un morceau du monde, il devient un instrument pour la vie. Et quand tout devient fonction, le monde se dissout. La paix, ici, a besoin d'un monde de choses qui nous dépassent, qui stabilisent l'existence humaine, qui empêchent l'instant d'être tout. Quand il n'y a plus que du consommable, il n'y a plus que du présent. Et quand il n'y a que du présent, il n'y a plus de mémoire commune, et donc plus de réalité commune. Arendt ajoute également cette idée splendide, le cœur de la culture n'est pas la vérité, mais le jugement. Cette capacité de penser en se mettant à la place des autres. Le goût, le sens commun, la mentalité élargie. Tout cela est de l'ordre du politique, car juger, c'est apprendre à habiter un monde partagé. La culture, au fond, est une école de paix. Elle apprend à vivre avec des œuvres, des voix, des passés qui ne nous ressemblent pas, sans les réduire à ce qui me sert. Dans les chapitres suivants, Arendt attaque un lieu commun. La politique ment. La vérité est contraire à la politique. Elle nuance. La politique vit d'opinion, oui, mais elle ne peut pas survivre sans un minimum de vérité de fait. Les faits sont fragiles. Ils dépendent de témoignages, de récits, de mémoires, d'institutions qui les protègent. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont attaquables. Son diagnostic est inquiétant. Le mensonge moderne ne se contente pas de cacher. Il cherche à détruire le réel en le remplaçant par des images. On fabrique un monde fictif où les hommes finissent par ne plus distinguer le vrai du faux. Et quand cette distinction se perd, ce n'est pas seulement la morale qui s'effondre, c'est l'impossibilité même d'une vie commune. Car que devient la politique sans fait ? Eh bien, elle devient une guerre d'interprétation sans sol. On ne débat plus, on s'affronte. Chaque camp vit dans un récit total. Et l'autre n'est plus un adversaire, mais une menace presque métaphysique. Arendt donne une formule à garder. La vérité est comme le sol sous nos pieds et le ciel au-dessus de nous, ce qu'on ne peut pas changer à volonté. La paix n'exige pas que tout le monde pense la même chose, elle exige que les désaccords respectent un terrain commun. Dans cette perspective, protéger la vérité de fait, journaliste, historien, témoin, archive, école, n'est pas un luxe intellectuel, c'est également la condition de la paix. Arendt ne propose pas une paix sentimentale. Elle propose une paix exigeante, presque austère, la paix comme fidélité du monde. Tenir la brèche entre le passé et le futur sans la fermer par l'idéologie ou le cynisme. Refuser l'administration de la peur qui transforme la politique en pré-guerre permanente. Retrouver une autorité qui ne soit ni violence ni manipulation, une légitimité qui donne durée. Comprendre la liberté comme action commune, non comme souveraineté contre les autres. Assumer la responsabilité de transmettre le monde aux nouveaux venus. Protéger la culture comme monde durable contre la consommation qui avale tout. Défendre les faits, non pour imposer une opinion, mais pour maintenir un sol commun. Et regarder la puissance technique, jusqu'à même la conquête spatiale, avec lucidité. Elle peut agrandir nos moyens tout en détruisant notre monde. Si l'on cherche une formule finale, ce serait celle-ci. La paix n'est pas seulement empêcher la guerre, la paix c'est empêcher la disparition du monde commun qui rend la guerre logique. Et cela demande un courage particulier. Non pas le courage de l'assaut, mais le courage de la responsabilité. Responsabilité du monde, des mots, des faits, des œuvres, et de cette brèche fragile où peut encore apparaître la vérité.